Les États-Unis tournent une nouvelle page de leur histoire. Il sonne 11h ici à Washington DC, 16h en temps universel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée à un moment historique, l'investiture du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. C'est ici à Washington DC, pas sur les marches du Capitole comme c'est le cas habituellement, mais exceptionnellement à l'intérieur du Capitole que s'écrit cette nouvelle page de l'histoire américaine. Et à travers cette édition spéciale, nous vous amènerons au cœur de cet événement exceptionnel. Nous reviendrons sur les grandes étapes de la journée, les messages adressés à la nation et au reste du monde, mais aussi sur les réactions et les attentes. Avec moi ici en studio pour cette édition spéciale, Mohamedou Oufa. Bonsoir Mohamedou. Salut Alex, salut à toutes et à tous. Dans moins d'une heure, Donald Trump va devenir le 47e président des États-Unis. Il prêtera officiellement serment sous le regard des membres du Congrès, de la Cour suprême, de sa nouvelle administration et des dizaines de milliers de personnes venues assister à ce moment historique. Pour décrypter cette cérémonie, nous avons ici en studio Timothée Donangmaille, chef du service français de la Voix de l'Amérique, René Lec, journaliste et analyste politique, Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville University, nous rejoindra depuis New York, Daniel Eda, ancien candidat à l'élection présidentielle au Bénin, et Junior Bonpetit, président de l'association congolaise for Trump. En direct du Capitole, de la Maison-Blanche et du Capitol One Arena, nos correspondants vont nous faire le point et vont nous faire vivre chaque étape de la cérémonie avec des reportages ici aux États-Unis. Et nous retrouverons également nos correspondants en Afrique pour comprendre les enjeux de ce nouveau chapitre de la vie politique américaine. Merci à toutes et à tous. Bienvenue dans ce programme. Pour la première fois en 40 ans, je vous le disais, l'investiture présidentielle américaine aura donc lieu ce lundi à l'intérieur du Capitole. Washington considère que chaque investiture présidentielle est différente de la précédente, mais celle-ci se démarquera en plusieurs points. Caroline Pressuti, correspondante principale de la VOA à Washington, nous en dit plus. Le récit est de Jean-Roger Billon. Surnommé l'orchestre du président, l'orchestre des Marines s'est produit à chaque investiture depuis 1801. Mais cette fois, les musiciens n'auront pas à s'inquiéter du gel de leurs instruments, car l'investiture aura lieu à l'intérieur du Capitole des États-Unis en raison de températures glaciales. Aujourd'hui, ces musiciens vont égrener les notes musicales, tandis que Carrie Underwood va chanter America the Beautiful. Ensuite, ils joueront Hail to the Chief immédiatement après que Donald Trump aura prêté serment en tant que président. C'est peut-être la 7e fois que je participe à cette cérémonie, mais chaque fois c'est spécial. C'est un peu surréaliste de pouvoir participer à ce morceau d'histoire et de pouvoir observer et participer à cet événement majeur, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Donc tout sera peut-être pareil, mais ce ne sera plus jamais pareil. La dernière fois que des températures glaciales ont obligé à déplacer la cérémonie d'investiture à l'intérieur, c'était en 1985 pour le second mandat du président Ronald Reagan. Les préparatifs en plein air pour le quart de million de détenteurs de billets ont commencé il y a plus d'un mois. Ces préparatifs comprenaient la construction de la plateforme du Capitole, l'installation des tribunes pour le défilé et 48 km de barrières le long des trottoirs, soit plus que pour toute investiture précédente. Des milliers de personnes pourraient encore converger au National Mall à Washington pour assister à l'événement, y compris les novices Xander Goss et Olivia Connelly. Je n'y suis jamais allée auparavant. Je suis nouvelle dans la ville, donc ça tombe bien. Ma mère était enceinte de moi pendant 9 mois lors de l'investiture de George Bush, 4 jours avant de me donner naissance. Donc c'est peut-être ma deuxième investiture, techniquement. L'investiture de ce jour a tout à voir avec la démocratie, malgré une élection polarisée. Ce jour-ci, on voit un bon signal aux Américains, de même qu'au monde. La preuve que notre pays est en pleine transition et que nous avons un nouveau gouvernement. Après la prestation de serment, le président participe généralement à un défilé et sort de la limousine pour parcourir le dernier pâté de maison jusqu'à la Maison-Blanche à pied. Cependant, pour cette investiture, le nouveau chef de l'exécutif américain ne sera visible qu'à moins de 3 km du Capitole, dans une arène intérieure pouvant accueillir environ 20 000 personnes. L'histoire offrira une perspective différente pour la seconde investiture de Donald Trump.
Et nous allons tout de suite retrouver Yacouba Ouédraogo qui nous attend. Il est plongé dans l'atmosphère qui est ici à Washington DC. Bonsoir Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Mohamedou et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà, vous vous trouvez précisément dans les alentours du Capital One Arena. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Yacouba? Écoutez, Mohamedou Oumfa, vous l'avez dit. Voilà, très difficile d'atteindre ce Capital One Arena. Vous le savez, des milliers de partisans de Trump continuent de converger, disons, vers cette enceinte sportive et récréative qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Ils disent, pour la plupart, attendre de vivre l'histoire. L'histoire, pour eux, bien sûr, c'est la présence de Donald Trump ici, à un moment donné. Ils sont tous mobilisés. On peut le voir sur leur casquette avec la marque Make America Great Again, rendre l'Amérique sa grandeur. Beaucoup sont venus de l'intérieur des États-Unis, on va le dire comme ça, de certains États, que ce soit de la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Wisconsin, ou encore des États voisins comme la Pennsylvanie et autres. Tous disent vouloir vivre l'histoire, c'est-à-dire l'investiture assez particulière, vous l'avez dit, il fait très froid, du 47e président des États-Unis. Yacouba Ouédraogo qui est un tout petit peu essoufflé. Merci Yacouba pour ces précisions. On vous retrouvera dans quelques heures, peut-être après la cérémonie officielle. Merci. Cet événement était attendu depuis l'élection du nouveau président Donald Trump. On attendait cette investiture. René Lake, que pensez-vous de l'ambiance qui prévaut à Washington? On a tellement parlé de la sécurité, mais finalement... Oui, il y a énormément de sécurité. Pour arriver à vos studios, je sais que c'était un parcours particulièrement intéressant. Sur les conseils de team, je ne suis pas venu en voiture mais en métro, mais même à pied, il n'était pas facile d'y accéder. On avait l'impression d'être dans une zone de guerre. Mais au bout du compte, le problème ne se pose plus puisque ce n'est plus vraiment l'événement populaire global auquel on s'attendait du fait des changements de dernière minute liés au climat. Mais écoutez, le sentiment global en tout cas que moi j'ai, c'est que je crois que je participe pour la première fois à un triomphe politique d'une ampleur que personnellement, dont je n'ai jamais été témoin, que ce soit dans d'autres pays et certainement pas aux États-Unis, où je vis depuis 30 ans. Je pense que Trump arrive au pouvoir de manière tout à fait triomphante après avoir gagné à la fois le collège électoral et le vote populaire et être revenu aux affaires. C'est même pas une suite comme ça se fait généralement, mais partir et revenir de la sorte, je crois que c'est un triomphe politique sans commune mesure de ce que moi, personnellement, dont j'ai été témoin dans ma vie. Simon Tédonagma, vous avez vécu l'investiture de Biden en 2020. Pour une petite comparaison, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est ce comeback de Donald Trump. Au départ, on ne s'y attendait pas tellement, beaucoup de gens ne s'y attendaient pas, mais ses partisans y croyaient. Ils sont sortis massivement aux urnes pour le renvoyer à la Maison-Blanche. Ce qui fait que il y a beaucoup d'enthousiasme dans les rangs des républicains et surtout que, comme René l'a souligné, le président Donald Trump remporte le vote populaire en plus du collège électoral. Donc, ce qui lui fait dire qu'il a reçu un mandat pour transformer l'Amérique. Et donc, beaucoup de gens, même les démocrates, commencent à un peu s'intéresser à la chose. Ils se disent que bon, puisqu'il est là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il a fait beaucoup de promesses, notamment économiques, et aussi sur le plan de l'immigration. Donc, les Américains attendent qu'il déroule le programme qu'il a annoncé durant la campagne électorale. Oui, alors il faut dire qu'il y a plusieurs personnalités en Afrique et ailleurs qui ont été invitées à cette cérémonie d'investiture. C'est le cas de Daniel Eda, il est homme politique béninois, il est arrivé à Washington DC pour cet événement. Il est en direct avec nous. Bonsoir Monsieur Eda. Bonsoir, Monsieur Oumfa. Voilà. Alors, vous êtes à Washington, d'ici, pour assister donc à cette cérémonie d'investiture de Donald Trump. Quelles sont déjà vos premières impressions depuis que vous êtes là et puis quelle est l'ambiance là où vous vous trouvez? D'abord, merci beaucoup à la VOA pour l'invitation et je salue toute l'Afrique et les invités qui sont sur le plateau. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser depuis que je suis arrivé? C'est un pays vraiment sous tension sécuritaire, en dehors de l'aspect du climat qui a forcé beaucoup de changements. Mais j'ai vu aussi des gens très, très enthousiastes qui attendent beaucoup du nouveau président.
Pour moi, c'est une première d'être aux États-Unis à pareil moment. Et on attend la suite. Alors, vous avez décidé de venir aux États-Unis pour assister à cet événement. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir et qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous espérez repartir après cette cérémonie? Bon, il faudrait dire que l'élection du président Donald Trump est historique et c'est le symbole d'une combativité politique. C'est le symbole d'une endurance et d'une foi inébranlable pendant que tout le monde pensait que tout était fini pour lui. Il a tenu bon. Ce n'était pas évident. Donc, c'est une référence. Et pour moi qui m'engage en politique au Bénin, dans des conditions que beaucoup de Béninois et beaucoup d'Africains connaissent, Donald Trump, il y a beaucoup de leçons à tirer de lui. Donc, déjà, c'est la première motivation. La deuxième, c'est que l'Amérique, c'est la première puissance du monde. Et quand nous parlons du développement de l'Afrique, c'est vrai, je ne fais pas partie de ceux qui s'attendent à ce que l'Afrique soit éternellement aidée. Mais l'Afrique a besoin de nouveaux partenariats, de nouveaux types de partenariats. Et le président Donald Trump, la vérité avec laquelle il aborde les sujets, sans faux fuyant, est une motivation supplémentaire. Et j'espère vivement qu'il tiendra ses promesses pour les Américains et que dans la tenue de ces promesses vis-à-vis des Américains, si nous arrivons à nous trouver une vision dans la gouvernance de nos pays en Afrique, nous pourrons trouver des points d'ancrage de nos intérêts avec lui. Merci beaucoup Daniel Eda. Vous ne partez pas, hein, vous allez à vivre avec nous cette cérémonie en direct pendant les 2 heures d'émission. Alors, on revient ici en studio avec René Léque. René Léque, on le voit, c'est un véritable rituel, une cérémonie réglée comme du papier à musique. On l'a vu ce matin, le président Donald Trump était assisté à une messe. Après, il a été reçu par le président Joe Biden et tout à l'heure, il va prêter serment. Il y a tout un rituel. René, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui se passe au moment où le président, le matin, jusqu'à ce qu'il prête serment? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et quelle est la symbolique de tous ces actes qui sont posés? Par exemple, la prestation de serment sur une Bible. Il s'est dit d'ailleurs que la Bible sur laquelle il va prêter serment, c'est la Bible de sa mère. Oui, il y a 8 ans, il avait utilisé même 2 Bibles. Il en avait utilisé une qui avait un lien familial direct avec lui et l'autre qui était plus un symbole politique. Écoutez, il y a d'abord l'accueil bien sûr, ensuite les différents discours d'hommes politiques en général et religieux aussi parfois. Je ne sais pas si le groupe des milliardaires qui sont aux affaires auront un porte-parole aujourd'hui ou pas. Ça va être quelque chose que je vais personnellement essayer observer avec grand intérêt. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante à ce niveau-là. Je dis ça en souriant, mais c'est réel. Il y a 8 ans, la force politique majeure qui était présente en dehors du jeu politique classique, c'était les leaders évangélistes. On se souvient, c'était ça un peu la marque de fabrique politique de Trump. Et cette fois-ci, ce n'est pas eux qui sont au centre. Il faudra même voir combien d'entre eux seront présents. Ceux qui sont au centre, ce sont les milliardaires de la technologie. Et ce n'est pas des milliardaires juste qui ont beaucoup d'argent, mais c'est des milliardaires qui ont un impact sur la manière dont la pensée, dont la réflexion, dont les opinions sont créées à l'échelle des États-Unis comme à l'échelle du monde. Donc ça, je pense que ça va être un élément très intéressant à observer. J'aimerais beaucoup, il y a un autre de nos invités qui a aussi fait des dizaines de kilomètres pour assister à cet événement. Je parle bien de Junior Bonpetit, qui est le président de l'association Congolese for Trump, qui est en ligne avec nous. On me signale qu'il n'est plus en ligne, mais nous avons le professeur Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ce que signifient les marches du Capitole dans cette cérémonie d'investiture? Cette année, ce ne sera plus les marches, mais l'intérieur du Capitole. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement dans la cérémonie d'investiture du président américain? Le Capitole représente le cœur des institutions américaines. Il symbolise donc l'érection de ce pays comme une république souveraine. Et donc c'est là où aussi se retrouvent les pouvoirs
constitués, donc le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et donc, c'est organisé, bien entendu, une construction qui copie un peu l'Europe, les constructions européennes, les bâtiments européens de l'époque, mais qui convey un sens de majesté sans correspondre à un palais comme on en a l'habitude de voir en Europe. Donc c'est un peu ça qui fait la particularité du Capitole. Donc c'est un peu cette sorte de confluence entre une idéologie républicaine, mais aussi une vision souveraine qui est très proche de ce qu'on peut appeler une vision monarchique du pouvoir, et qui fait que marcher maintenant, disons, accéder au plus haut des marches dans la grande salle d'investiture, et un peu regardé comme une sorte de cérémonie religieuse, en quelque sorte, une religion républicaine, encore une fois, une religion sans Dieu mentionnée à ce niveau-là, même si par la suite, avec la prestation de serment sur la Bible, donc l'élément religieux va être introduit, mais par la petite porte. Le fait que l'événement ne se déroule plus sur les marches du Capitole, est-ce que cela change quelque chose est-ce que cela impacte la communion du président avec son public? Oui, parce que l'extérieur, évidemment, favorise une sorte de contact direct avec l'audience, avec le public. Et ce public, bien entendu, ce sont des milliers et des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Donc ça n'a rien à voir avec une salle close où finalement, donc le nombre n'est pas très important, où l'acoustique est différente, ou même ce qu'on peut appeler la ligne de mire de celui qui parle et de ceux qui écoutent est différente. Oui, il y a certainement la perte de cette communion avec les gens ordinaires, avec les supporters ordinaires. Ici, ce qu'on a, ce sont les corps constitués, des gens qui sont là, non pas parce que ce sont des agents de M. Trump, mais qui sont là parce qu'ils sont élus, parce que ce sont des juges, parce que ce sont des personnalités par elles-mêmes. Et donc, il y a moins de relations directes avec le président. Alors que si c'était effectivement là où ça se passe d'habitude, donc à l'extérieur, évidemment, là, c'est une foule d'adorateurs, c'est une foule de supporters qui encerclent le podium, qui encerclent l'endroit, et qui fait penser à un président communiant avec son peuple. Et pour rester dans le cadre du rituel que l'on va observer tout à l'heure, il faut dire que c'est le président René Lévesque, le président de la Cour suprême, qui préside cette prestation de serment. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la symbolique de sa présence dans cet événement? D'abord, la question de l'équilibre des pouvoirs, de montrer qu'il y a le pouvoir exécutif, le président c'est le patron de l'exécutif, le président de la Cour suprême c'est le leader du système judiciaire, qui est un système de contre-pouvoir, de rééquilibrage. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'élément de neutralité. La justice, par définition, est, ou en tout cas doit être neutre, et dans le système institutionnel, elle est considérée comme telle. Donc c'est la question de la neutralité. Et le troisième élément, c'est peut-être le problème, la question de la distance par rapport aux enjeux immédiats, par rapport aux enjeux politiques, qui donne une aura très particulière à l'événement, parce qu'on a affaire là à quelqu'un qui n'est pas dans le jeu politique en tant que tel. Donc c'est une question qui est essentielle, notamment dans un état de droit et dans une démocratie qui a les traditions que l'on connaît dans ce pays.
Et la dernière fois qu'un président a été investi, il y a eu une pandémie mondiale. Cette fois-ci, la prestation de serment à ce 20 janvier marque la fin d'une série de 2 semaines d'événements nationaux spéciaux liés à la sécurité à Washington DC. Trump et le vice-président élu, J.D. Vance, prêtent donc serment dans un contexte de sécurité renforcée. On en a parlé. La garde nationale du district de Columbia a déployé environ 7800 soldats pour assurer la sécurité du périmètre. Et on va voir tout cela avec notre reporter Dili Diko qui se trouve actuellement dans les alentours du Capitole. Bonsoir Dili. Bonsoir Alexandrine. Alors, par rapport à la sécurité, il faut dire que le dispositif de sécurité colossal qui a été mis en place a finalement été réduit. Donc les mesures de sécurité ont été fortement relaxées. Et en ce moment, je me trouve juste en face du Capitole où une foule commence à s'amasser pour venir soutenir Donald Trump pour ce moment très important. Et ici, la foule commence à chanter, ils ont des drapeaux, il y a quelques... On a perdu la liaison avec notre reporter Dili Diko, mais nous avons en ligne Junior Bonpetit qui a fait des dizaines de kilomètres pour assister à cet événement. Bonsoir Monsieur Bonpetit. Voilà, décidément, on a un petit souci avec la liaison. Avec les liaisons. Heureusement, nous avons dans ce studio René Lake, qui est journaliste, analyste politique, qui connaît très bien la vie politique américaine. Alors, René Lake, on a pu l'apercevoir d'ailleurs sur les images qui passent en direct sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos différentes plateformes digitales. On voit qu'il y a beaucoup d'invités. Tout à l'heure, j'ai aperçu l'ancien vice-président de Donald Trump qui est là, Barack Obama qui est là, George Bush qui est là. Mais en 2020, le président Donald Trump, lui, n'avait pas assisté à l'investiture de Joe Biden. Comment est-ce qu'il faut comprendre la présence de ces personnalités de différents bords et qu'est-ce que cela pourrait inspirer aux Américains qui vivent une transition un peu différente de celle qu'on a vécue en 2020? Oui, écoutez, c'est un signe important, c'est même pas symbolique, hein. C'est un acte politique que de montrer qu'il y a une continuité de l'État, quel que soit le président qui arrive aux affaires, quel que soit le parti dont il est le leader. Et cela est un élément essentiel de la tradition démocratique aux États-Unis. Donc effectivement, vous avez fait référence à l'exception qu'il y a eu il y a 4 ans, oui. Où Donald Trump lui-même n'était pas présent, et c'était en rupture avec les traditions démocratiques et institutionnelles dans ce pays. Et je crois que le fait qu'aujourd'hui, effectivement, vous en avez cité un certain nombre, que ce soit George Bush qui n'est pas du tout un ami de Donald Trump comme on le sait, ou Barack Obama qui est du parti démocrate, ou Bill Clinton et Hillary Clinton même qui a été battue soit présente, ou encore Mike Pence qui a eu des problèmes très particuliers et très difficiles avec Donald Trump soit présent. Tout cela, c'est pour montrer que malgré ce qui s'est passé il y a 4 ans, que Donald Trump lui-même n'ait pas été présent, eux, ils considèrent qu'on revient aux règles élémentaires démocratiques, institutionnelles, et ils ont tenu à marquer leur présence. Alors il y a une exception, voilà. J'allais vous demander. Il y a une grande exception. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, je crois qu'elle a eu une opération de remplacement de la hanche qui fait que donc de Michelle Obama plutôt. Michelle Obama. Voilà, j'allais parler plutôt de Michelle Obama qui semble-t-il a dit que la dernière fois elle était là, si vous vous en souvenez, oui. Mais elle disait qu'elle était la seule personne de couleur sur la plateforme et que c'était particulièrement gênant. Donc je pense que c'était une manière un peu légère de poser un acte politique. Et bon, pour tout le monde, elle l'a toujours dit publiquement, Michelle Obama n'aime pas la politique. Donc le jeu de politique et de représentation politique, c'est pas trop sa tasse de thé. Et je crois que c'est une manière en fait de confirmer cette attitude qui est la sienne. Vous avez parlé il faut dire que en plus de la présidence du président Joe Biden et des autres anciens présidents et la présence de tout le Gotha politique américain, l'idée c'est d'unir le pays parce qu'on sort, il faut le rappeler, on sort d'une campagne électorale qui a été très polarisée, qui a vraiment divisé les Américains. On craignait le pire. Dieu merci, tout s'est bien passé. Donc,
tout le Gotha politique américain a pris cette décision consciente de présenter un front uni, tout au moins ce 20 février, parce que après le 21, chacun reprend ses positions, chacun reprend ses armes pour la lutte politique. Donc tout au moins pour le 20 janvier, tout le monde est là, tout le monde est uni pour signaler que l'Amérique est une. Moi, j'aimerais m'intéresser aux dirigeants étrangers qui sont présents à cette investiture. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un président élu a décidé d'accueillir des dirigeants étrangers. Le président élu a invité par exemple le président chinois Xi Jinping qui s'est fait représenter par son vice-président. On a également d'autres dirigeants conservateurs du monde entier tels que le président argentin Javier Milei et le premier ministre italien Giorgia Meloni qui ont été invités. Est-ce que le fait d'inviter ces dirigeants marque une rupture avec les traditions américaines ou est-ce qu'on peut parler d'une ouverture diplomatique? Non, je pense que le président élu qui va être investi a tout à fait la latitude d'inviter qui il veut. Donc on peut inviter des gens de sa ville, de son État, ou même des dignitaires étrangers, et cela est tout à fait possible. Mais dans l'histoire des États-Unis, est-ce que d'autres dirigeants ont fait cela, ont invité des représentants d'autres pays à la cérémonie d'investiture? Non, à ma connaissance, non, je crois que c'est une première. Mais je pense que ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce côté triomphant de l'arrivée de Trump. C'est non seulement triomphant ici aux États-Unis, mais à l'échelle internationale, dans le monde entier. Vous avez vu avec l'inauguration de la cathédrale à Notre-Dame à Paris, non seulement il était invité, il n'était pas encore président, mais il a exigé d'être au premier rang dans un statut de président. Et au fond, dans le monde entier, ce n'est pas qu'aux États-Unis que les courbettes se font face à Donald Trump, c'est dans le monde entier. Ça, c'est une donnée nouvelle qui est tout à fait exceptionnelle, en tout cas dans son ampleur, de mon point de vue, et c'est tout à fait exceptionnel. Et donc je pense que là, quelque part, même ce changement-là de tradition un peu éclaire cet aspect-là, à mon avis. Oui, alors on va prendre l'avis de Daniel Eda sur la question. Je rappelle que c'est un homme politique béninois qui a justement été invité pour assister à cette cérémonie. Alors Daniel Eda, vous qui venez du Bénin, un pays quand même où la tradition démocratique depuis la fin des années 90 semble assez rodée. Est-ce que dans votre pays, les anciens présidents assistent, certains parmi des anciens présidents vivent encore, ils sont dans votre pays. Est-ce qu'ils assistent à de telles cérémonies? Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit tirer des leçons de ce qui se passe ici aux États-Unis par rapport à ce que Timothée Donamai appelait l'union autour du nouveau président? Oui, ce qu'il appelait effectivement l'union autour du nouveau président, c'est ce qu'il faut pour la continuité de l'État, parce que, comme disait tout à l'heure le professeur Leké, quel que soit celui qui prend le pouvoir, l'État a une continuité et on doit pouvoir tout faire pour que le peuple ne se déchire pas. Au Bénin, jusqu'en 2016, il y avait une certaine convivialité entre les anciens présidents et les présidents en exercice. Mais depuis 2016 et précisément depuis 2019, on a vu un déchirement où un ancien président, pour une raison ou pour une autre, a été maintenu en résidence surveillée, sinon dans une prison qui ne disait pas son nom pendant 52 jours. Donc, nous sommes dans une situation de tension au Bénin en ce moment et notre souhait, c'est que ce qui vient de se passer aux États-Unis puisse être notre réalité en 2026 quand le président actuel aura passé le témoin. C'est une très belle leçon pour l'Afrique et nous devons pouvoir comprendre que la politique, ce n'est pas la guerre. Quelqu'un assume son mandat avec sa vision, il s'en va, une autre équipe arrive, c'est le pays qui gagne. Voilà, on va repartir dans les alentours de Washington DC pour retrouver un autre reporter de VOA Afrique qui nous attend. Il s'agit de Roger Montou. Bonsoir Roger. Roger Montou, vous nous écoutez? Alors, on a quelques difficultés à bien écouter Roger Montou, le temps que cela s'arrange. Je vais demander au professeur Mohamed Bouch. Le professeur Mohamed Bouch
Alors, le président Donald Trump a annoncé qu'il signerait une batterie de décrets dès sa prise de fonction officielle à partir de midi. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre, professeur Mbodj? Quelles seraient ses priorités en ce premier jour d'exercice du pouvoir? Je crois qu'il a déjà dit qu'il fera quelque chose pour l'immigration, donc qu'il va donner des ordres très nets et très directs. Donc certainement peut-être symboliquement ordonné donc que ICE mette en place un système pour rapatrier donc certains éléments. Certainement il va prendre des décrets pour pardonner certains éléments qui ont participé au 6 janvier, à l'insurrection du 6 janvier. Certainement, de façon symbolique, il va prendre quelque chose, un arrêté, un décret allant dans le sens de libérer l'exploitation des champs pétroliers sur les terres fédérales, etc. Donc, ce sont des promesses qu'il a faites. On n'a jamais eu l'impression qu'il avait quelque chose de très précis. Mais c'est un peu le style de Trump. Ce n'est pas tellement, la portée de ces mesures qui importent, mais c'est l'image de quelqu'un qui est au travail tout de suite, qui est décisif, qui sait déjà ce qu'il fait et qui le fait quelques minutes, quelques heures après avoir pris fonction. Je pense que c'est vraiment l'image qu'il veut projeter et je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnellement important dans ces décrets qu'il va prendre tout de suite. Un avis sur cette question? Je serais très surpris qu'il y ait ce qu'on peut appeler des décisions extrêmement importantes. Et le professeur Mbodj a parlé d'une insurrection le 6 janvier. Le président Trump, lui, parle de manifestants tout à fait pacifiques, tout à fait paisibles. Et c'est pour cette raison qu'il entend les gracier ceux qui ont été déjà condamnés. J'aimerais comprendre comment fonctionnent les décrets d'hommes enfants d'une manière générale. Est-ce qu'il y a des limites à ce qu'ils soient appliqués plus tard? Bon, les décrets, oui, il y a des limites parce que quelqu'un d'autre peut venir et prendre ses propres décrets. C'est d'ailleurs ce que s'apprête à faire le président Donald Trump. Il va prendre des décrets qui vont annuler toutes les décisions prises par le président Joe Biden. Donc, c'est comme ça, chacun a la latitude de prendre ces décrets-là, mais après, quelqu'un d'autre vient et peut faire le contraire. Et par le passé, René Lec, on a vu que ces décrets parfois ont été annulés par des juges fédéraux. Donc, d'un point de vue judiciaire, ces décrets sont attaquables. Tout à fait. C'est-à-dire que le décret, c'est sûr, n'a pas le même poids que la loi. Quand vous changez la loi, là, c'est la loi. Même la Cour suprême ne peut pas remettre en cause la loi, à moins qu'elle ne soit anticonstitutionnelle, qu'elle soit considérée comme anticonstitutionnelle plus tard. Mais effectivement, je pense que les intentions de Donald Trump sont très très claires. Dès aujourd'hui, parce que ça a été vraiment son point fort, ça a été quoi? Ça a été la question de l'immigration et la libéralisation des politiques énergétiques. Voilà les deux grandes questions de la politique de Donald Trump, sa vision pour son mandat. Et je pense qu'à ces deux niveaux-là, il va prendre des décisions assez fortes. Alors, on parle même il se pourrait que dès aujourd'hui, parmi les ordonnances, qu'il y en ait une sur une remise en cause du droit du sol aux États-Unis, qui est le fondement même de la, je dirais, non seulement institutionnelle, constitutionnelle des États-Unis, mais de l'histoire politique des États-Unis. Alors, venez le droit du sol qui accorde la nationalité américaine à tout enfant né ici aux États-Unis, quel que soit le statut de ses parents. Tout à fait. Mais René Lec, par rapport à ce que vous dites, c'est très intéressant. Il a été président avant, il n'a pas pu le faire. Donc, qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Écoutez, la question, c'est justement ce dont on parlait, c'est la dimension triomphante de son retour aux affaires. Donc, je ne pense pas qu'il soit convaincu qu'il va y arriver, parce que je pense que ça sera considéré comme anticonstitutionnel, y compris par une Cour suprême qui lui est très favorable. Mais c'est pas ça la question pour lui. Comme le disait tout à l'heure Mohamed Mbodj, c'est l'acte politique, c'est le symbole politique que ça représente, c'est le message très fort qu'il envoie à ses supporters. Et ses supporters pourront dire, oui, il a essayé, même s'il n'a pas réussi, au moins il a essayé. Ça. On me signale que notre reporter Roger Montou est de nouveau en ligne. Bonsoir Roger. Bonsoir Alex. Où est-ce que vous vous retrouvez précisément?
Alors Alex, là, je sais pas si tu peux me voir. Je suis juste devant le bureau du vice-président américain et un peu plus loin, donc c'est la Maison Blanche. Et j'aime beaucoup comment, Alex, vous avez signalé que cette année, il n'y aura pas de marche. C'est un peu une déception pour beaucoup de ces gens qui sont venus et qui sont aux alentours de la Maison Blanche en ce jour historique du 20 janvier 2025, qui marque, vous l'avez dit, l'investiture de Donald J. Trump en tant que 47e président des États-Unis. L'atmosphère, je dois vous dire, aux alentours de la Maison Blanche est électrique, avec des partisans et des spectateurs le long même de Pennsylvania Avenue et d'autres avenues juste aux alentours. Ils sont venus de plusieurs États, on doit le dire, et même d'autres pays aussi, pour participer impatiemment, je dois le dire, au défilé traditionnel qui suit habituellement la cérémonie de prestation de serment. Mais c'est vraiment une déception pour beaucoup. Vous êtes en train de voir les barrières qu'il y a partout. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Mais la sécurité aussi. Ben oui, la sécurité, la police est partout. Et nous avons eu un peu de chance. Le Secret Service nous ont laissé nous approcher juste à côté du bureau du vice-président américain. Mais est-ce qu'il est sûr que les gens sont toujours impatients? Ils attendent, ils veulent voir, parce que justement, on ne sait pas sur quelle barrière le président va son entrée ici à la Maison Blanche. Merci Roger pour ces précisions. On a plutôt vu que l'ambiance est plutôt concentrée du côté du Capital One Arena. Pour revenir un peu sur l'aperçu du programme de la journée, Donald Trump a commencé la journée en assistant à un office religieux à l'église épiscopale St. John ce matin. Trump et la première dame Melania Trump étaient ensuite à la Maison Blanche où ils ont rencontrer le président sortant Joe Biden et sa première dame Jill Biden pour un thé traditionnellement organisé pour accueillir un nouveau président. La cérémonie de prestation de serment dans la rotonde du Capitole commencera par la prestation de serment du vice-président J.D. Vance, et Donald Trump doit prêter serment autour de midi avant de prononcer son discours d'investiture. Et cette journée historique se terminera dans la soirée avec une habituelle série de balles. 3 prises de parole du nouveau président républicain ils sont prévues. Oui. Alors René Lec, il faut dire qu'on en parle un peu moins, mais il y a le vice-président qui va aussi prêter serment. Le vice-président donc de Donald Trump, même si dans l'actualité on a constaté par exemple que d'autres personnalités comme Elon Musk sont beaucoup plus en vue dans les médias. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'importance, de la place que va jouer le vice-président aux côtés de Donald Trump, qui a déjà une forte personnalité et qui aura autour de lui une batterie de milliardaires qui forcément vont attirer la lumière de la presse et de l'opinion vers eux? Oui, écoutez, c'est une bonne question. Le premier élément de réponse est de dire que institutionnellement, le vice-président, s'il arrivait quelque chose, sera le président automatiquement, terminera le mandat. Donc c'est extrêmement important. C'est un ticket qui est élu aux États-Unis. Ce n'est pas juste le président, c'est le président et le vice-président. Donc la prestation de serment du vice-président est d'une importance, d'un point de vue théorique, en tout cas institutionnel, extrêmement grande. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vrai que ça va être intéressant de voir quel pouvoir réel il a. On ne l'a pas beaucoup senti pendant la campagne électorale. Politiquement, ce n'est pas un poids lourd chez les républicains. Mais il est évident que, il faut tenir compte du fait que Donald Trump est l'homme le plus âgé qui n'aura jamais prêté serment comme président de la République aux États-Unis. Donc ça, c'est un facteur. Le facteur biologique est un facteur toujours important dans la vie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas négligeable. Et à 40 ans, J.D. Vance a tout le temps devant lui, tout le temps de se forger une carrière politique. Donc je pense qu'il n'a pas tellement besoin de s'affirmer tout de suite. Il va apprendre aux côtés de Donald Trump et puis après peut-être se lancer à prendre son propre vol. Vous avez mentionné la personne que les médias ont désignée officiellement le bras droit de Donald Trump, Elon Musk. J'aimerais parler de la présence des titans du monde de la tech pour cette investiture. En dehors d'Elon Musk, propriétaire de Tesla et de X, on a également Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, qui est là. On a Shuzi, le PDG de TikTok, dans un contexte de bras de fer autour de la plateforme, de la présence de la plateforme ici aux États-Unis. On a Jeff Bezos, le président d'Amazon, Sam Altman, PDG de
OpenAI. Est-ce que vous comprenez la présence de ces grands noms de la tech autour de Trump pour cette investiture? Est-ce un rapprochement avec le secteur technologique? Oui, René, traditionnellement, Silicon Valley était plutôt proche des démocrates. C'est comme si cette fois-ci, Silicon Valley a choisi de miser sur les républicains et ils ont misé sur le tiercé gagnant. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils s'approchent des milieux du pouvoir. C'est des hommes d'affaires qui ont des préoccupations, notamment l'immigration, faire venir des travailleurs de l'étranger ou même les impôts. Qu'est-ce qui leur fera payer moins d'impôts? Donc, avoir l'oreille du président, c'est toujours une bonne chose pour ces hommes d'affaires-là. Et de ce qu'on peut considérer comme l'une des premières victoires de Trump, ce décret qui a été reversé, la suspension de TikTok ici aux États-Unis, ça a fait l'actualité hier toute la journée. Alors hier, ma petite fille qui a 16 ans, ma fille qui a 16 ans, Joyce, qui était vraiment qui était malade à l'idée qu'elle n'aurait plus accès à TikTok. Et bien quand elle est descendue de sa chambre en criant « Oui, TikTok est de retour !» C'est une décision qui va certainement amener beaucoup de jeunes à aimer le président Donald Trump. Est-ce une actualité que vous suivez, monsieur Lake? Oui, tout à fait. L'une des contradictions, et ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, ce qu'on a dit sur l'immigration, la politique d'immigration de Donald Trump n'est pas alignée avec celle justement des milliardaires de la tech. Elles sont même en contradiction parce que les milliardaires de la tech sont plutôt favorables justement à une politique d'immigration qui soit ouverte parce que ça leur permet de garder un certain avantage compétitif. Donc ça va déjà être d'un point de vue idéologique, il y a déjà là un élément possible de clash. Alors je termine juste en disant que je disais ce matin que Steve Bannon, qui est connu pour être l'un des grands idéologues du Trumpisme, si on peut l'appeler ainsi, disait que l'histoire ou comment dire, le mariage Trump-Elon Musk allait se terminer en tragédie, en pleurs. Donc, et ça, bon, cela est fortement anticipé par beaucoup parce qu'il arrive au moment où il va y avoir d'autres contradictions. Par exemple, sur la question de la Chine. Des gens comme Elon Musk et un certain nombre de ces milliardaires sont plutôt favorables à un renforcement des relations commerciales avec la Chine et non pas au développement de taxes prohibitives sur l'entrée des produits chinois aux États-Unis. Donc, bref, il va y avoir des contradictions de cette nature-là avec les milliardaires de la tech, mais c'est sûr que, comme le disait Tim tout à l'heure, ils ont joué la carte de la victoire, de l'homme fort. Ils ont besoin pour leurs propres intérêts à ce que cette relation soit une relation forte. Alors que l'on s'achemine progressivement vers la prestation de serment du vice-président J.D. Vance, j'aimerais écouter le professeur Mohamed Bouch sur l'importance, sur la place de ce vice-président aux côtés de Donald Trump et aux côtés également de tous ces grands dirigeants de la tech. Qu'est-ce que vous pensez de la place de J.D. Vance au cours du prochain mandat de Donald Trump? Professeur Bouch. Comme l'a dit donc René Lake, mon ami, que je salue au passage, J.D. Vance est un point. Alors, je crois Trump, d'une manière générale, et je ne m'attends pas à ce qu'il joue un rôle important. Il peut être un entremetteur et peut-être tenir un petit peu une ligne ouverte avec certaines catégories d'électeurs de Trump qui vont se rendre compte rapidement qu'ils n'auront plus accès aussi directement qu'ils pensent le mériter. Steve Bannon est un cas, je ne suis pas sûr qu'il ait accès après aujourd'hui ou demain donc à Trump et c'est plutôt donc le côté oligarque, donc les technomillionnaires ou milliardaires qui pour l'instant sont au-dessus du lot. Et pour une raison particulière. D'abord, Trump ne va pas se faire réélire, donc sa popularité n'est pas très importante de ce niveau-là à fédérer des gens qui pourraient voter pour lui. De deux, c'est quelqu'un qui certainement est en train de cimenter ce qu'on peut appeler sa réputation, donc ce qu'il va laisser derrière. Et de ce point de vue-là, il veut administrer, disons, avec le moins d'à-coups possible. Et donc, même certaines décisions spectaculaires qu'on s'attend à ce qu'ils prennent, je doute
qu'il les prenne. Et troisièmement, je suis sûr qu'il est très familier et très ouvert et très presque par osmose en quelque sorte aux arguments que ses amis technomilliardaires sont en train de développer. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, beaucoup de supporters populistes jusqu'aux boutistes de Trump vont être déçus. C'est un peu, moi, le pronostic que je donne pour l'instant. Et même si il peut y avoir des différences personnelles, bon, évidemment, Trump veut attirer toute la couverture à lui et à lui tout seul, donc il ne veut pas laisser quelqu'un d'autre sur le podium. Mais d'une certaine façon, ces gens-là sont des hommes d'affaires et ils savent s'accommoder les uns les autres et se laisser donc des espaces pour s'exprimer. Et donc je crois que de ce point de vue-là, en particulier ce que Bannon vient de dire, qu'il va y avoir une rupture publique très dure entre Trump et Musk. Je ne m'y attends pas, ou en tout cas je ne m'y attends pas pour l'instant. Peut-être qu'il y aura autre chose à venir. Donc le Trump que nous avons ici, le Trump 2.0, comme on dit dans le jargon, est certainement beaucoup plus accommodant que le Trump 1.0. Plus accommodant, est-ce un terme que vous choisiriez pour qualifier le tout nouveau Trump? Oui, en tout cas, je pense que ce que Mohamed Mbodji dit là est essentiel, c'est qu'il n'a pas besoin d'être réélu. Donc, accommoder son Est-ce que la Constitution est claire sur cette question? Ah oui, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté. Je pense que ce n'est même pas discutable. Et je pense qu'il n'y a même aucune frange politique dans la vie politique américaine qui remette cela en cause. Donc, je crois que de ce point de vue-là, Mohamed Mbodji a parfaitement raison. Et il n'y a pas de risque particulier à ce stade. Et le président Trump sait être pragmatique quand cela lui est nécessaire. Et c'est pourquoi certains analystes disent que ses positions, par exemple, sur les taxes, sur les importations, sont tout simplement une posture de négociation. Ces positions-là lui permettront de rencontrer les partenaires étrangers des États-Unis et de négocier et d'avoir des termes beaucoup plus favorables aux États-Unis. Et Tim, pour dire qu'il y a quelques jours, lui-même a fait faire dire, ou en tout cas il a été dit dans son entourage, qu'il envisageait d'aller très très tôt en Chine, justement pour amadouer les Chinois et les assurer qu'il n'est pas prêt à quoi que son discours politique puisse laisser entendre, il n'est pas prêt à rentrer en conflit direct avec les Chinois. Donc je crois que Mohamed Mbodji a raison, il y a un certain pragmatisme que Trump va avoir et qui devrait en tout cas éviter le conflit avec les tech milliardaires, comme Mohamed les appelle, de manière très pertinente. Vous parliez de négociations tout à l'heure et j'aimerais revenir sur cette grande actualité qui a mobilisé l'attention du monde entier. Je veux parler de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La question s'était posée, le crédit revient à qui? Donald Trump, Joe Biden, qui a pu arriver à obtenir ce cessez-le-feu? Alors, il faut dire que des membres de l'équipe Trump ont rejoint l'équipe mise sur pied par le président Biden. Et c'est ainsi qu'ils sont allés à ces négociations-là, dont chacun peut tirer la couverture à soi. Le président Biden peut dire oui, c'est moi qui ai initié tout cela. Et Donald Trump peut dire c'est parce que j'ai lancé des avertissements et parce que je suis élu. Les gens en face ont compris qu'il fallait agir. Le timing était tout de même assez intéressant. Oui, donc je crois qu'ils peuvent diviser la poire en deux. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la ruelle politique. Je pense que des deux côtés, en Israël, comme au niveau des leaders du Hamas et de leurs, disons, des intermédiaires clés qui ont été le Qatar notamment, les gens savent que bon, politiquement, c'est un moment, il faut saisir le moment. C'est pas la première fois. Hein. Je me souviens même là, avec Carter, il y avait eu la question s'est posée. Avec Clinton, la question s'est posée. Toujours au moment où on change d'administration, il y a une opportunité à saisir à ce moment-là, parce qu'au moins on maîtrise les données du moment, mais on ne sait pas ce qui va se passer dès que la nouvelle administration va être aux affaires. Et je pense que les menaces de
Trump ont été très très claires et je pense ont été prises très au sérieux. Donc ça a facilité également. Donc je crois que le principal le principal acteur, ça a été le contexte du moment plus qu'autre chose. Mohamed Mbodj, un avis sur cette question. Comment expliquez-vous qu'un accord de cessez-le-feu soit trouvé pile poil au moment où Joe Biden s'en allait de la Maison-Blanche et que Donald Trump arrivait, après des mois et des mois de négociations sans résultat? Oui, c'est certainement parce que d'abord, il n'y a pas d'autre perspective sinon de continuer la même chose. Et je crois que Trump a été assez clair qu'il voulait une sorte de nouveau départ. Et ce nouveau départ devait lui être offert. Et en particulier, il a certainement fait pression sur Netanyahou, qui, d'après beaucoup de sources, aurait fait comme il a fait depuis le début, accepter du bout des lèvres, envoyer des équipes de négociation, faire comprendre que ce que ces gens-là négocient, c'est un peu la voix de l'État israélien pour finalement et à la fin donc refuser pour des prétextes, pour des raisons diverses, d'entériner ces accords pourtant réglés par ses propres mandataires. Donc je pense que cette fois-ci, ce qui s'est certainement passé, c'est que Trump a insisté pour qu'il y ait un nouveau départ. Ça, c'est une expérience lourde et je ne vois pas Trump passer beaucoup de temps à essayer de régler cette crise. Et donc, le fait que les choses sérieuses sont repoussées d'une soixantaine de jours, je crois que c'est la durée de l'accord provisoire. Ça permettra, et je pense que Trump a insisté qu'on lui donne un peu ce temps pour se retourner, pour même s'il va être un supporter assez intransigeant d'Israël, et justement, on ne peut pas soupçonner qu'il vende les intérêts d'Israël. Et certainement, il a demandé à Netanyahou d'entériner, d'accepter cet accord, ce qui permettrait donc de sauver les meubles en attendant peut-être dans les 2 mois à venir, dans les 60 jours à venir, à trouver peut-être une politique particulière de Trump sur cet aspect. Ça ne veut pas dire que maintenant Trump va aller dans le sens traditionnel de la diplomatie américaine. Ça ne veut pas dire que Trump a une idée très claire et très nette de ce qui doit se passer entre les Palestiniens et les Israéliens, mais au moins ça lui donne le temps, à son équipe de consulter, de trouver quelque chose. Et je pense que c'est ce qui a permis à cet accord de cessez-le-feu de passer. Netanyahou pense qu'il a effectivement contribué à la chute donc des démocrates, donc de Biden et de Harris, en les faisant apparaître comme étant ridicules, comme en faisant apparaître que en fait personne ne respecte les Américains, même les amis les plus fidèles, les plus intimes ne respectent pas les Américains, en tout cas ne respectent pas Biden et son équipe, et je suis convaincu que Netanyahou pense qu'il a contribué à la défaite de Biden. Alors, il est 11h53 ici à Washington, D.C. Traditionnellement, le président entre en fonction à partir de midi. Et donc, d'après les images que nous recevons de la société de presse... On va laisser la place à l'investiture. La cérémonie d'investiture va démarrer. Donc, nous avons ici en studio un traducteur qui va permettre à nos auditeurs de exactement savoir ce qui s'est dit. Alors, on va lui laisser la parole donc. Et on revient juste après pour d'autres analyses. Voilà, pour d'autres analyses. Remembering General George Patton's instructions to his soldiers as they began the Battle of the Bulge à ses soldats alors qu'ils commençaient la bataille des Ardennes il y a 80 ans. Priez seul, priez le jour, priez de la nuit. Observant l'anniversaire du révérend Martin Luther King. Sans Dieu, nos efforts deviennent cendres.
Nous, les citoyens bénis de ce pays uni sous Dieu, sont humbles. Nous avons confiance en Dieu et nous sommes recueillis dans cette journée d'investiture pour prier pour notre président Donald J. Trump, sa famille, ses conseillers, son cabinet, ses aspirations, son vice-président, pour les bénédictions sur Joseph Biden, pour les hommes et femmes qui portent l'uniforme, pour ceux dont les espoirs sont alimentés en cette journée d'investiture. Nous ne pouvons pas seuls compter sur cette prière. Le président posera sa main sur la Bible pour prêter serment, mais nous devons demander au roi Salomon la sagesse alors qu'il commençait sa gouvernance. Dieu de nos pères, en votre sagesse, vous avez dit à l'homme de gouverner vos créatures dans la sainteté et la justice pour rendre justice dans l'intégrité. Donnez à notre dirigeant la sagesse parce qu'il est votre serviteur, conscient de ses propres faiblesses et de la brevité de la vie, la sagesse qui ne vient pas de vie. S'il n'a pas votre sagesse, ses efforts ne porteront pas fruit. La sagesse des cieux doivent lui être donnée. De grâce, Dieu, bénissez les États-Unis. Vous êtes le Dieu en lequel nous avons confiance. Amen. Monsieur le Président, au cours des 4 dernières années, vous avez dû penser que nous vivions une époque sombre. Mais regardez ce que Dieu a fait. Rendons-lui gloire. Prions. Our Father and our God, thou hast said, blessed is the nation béni soit la whose nation God dont le is the Dieu Lord. est notre As the Seigneur. prophet Daniel prayed, Comme le blessed prophète, be the name of God Daniel forever a dit and ever. que le nom de notre For wisdom and Seigneur might soit are béni his. pour toujours, parce qu'il He détient la changes the sagesse et times la and the force. seasons. He removes kings. Il He raises peut up retirer les kings. rois, il peut He lever gives de wisdom nouveaux to the rois, il peut wise donner la sagesse and aux knowledge sages to those who et have la connaissance understanding. à ceux Our qui Father, manquent de today, compréhension. Notre Père, as President Donald J. Trump takes the oath of alors que office le once président again, Donald J. Trump we come to say prête thank you, serment, O Lord nous our God. venons ici pour remercier notre Father, when Seigneur. Donald Trump's enemies Lorsque les thought he ennemis de was down Donald and Trump out, pensaient que c'était you fini and you pour lui, alone saved vous et his vous life seuls avez sauvé sa vie and raised him up with et strength vous lui and avez donné power force et by puissance your mighty hand. grâce à votre We pray for President Trump that you'll propre watch over, puissance. protect, guide, direct him. Nous espérons que vous allez Give him veiller your sur le président, wisdom le from protéger, your lui donner throne votre sagesse on à partir de high. votre trône dans les We ask cieux. that you would Nous bless him demandons que vous le and that our bénissiez nation would be et que blessed notre through him. nation soit par son We entremise also ask bénie. that you would Nous bless and demandons protect également que vous Melania bénéficiez, as First Lady. vous protégez notre We première thank dame you for Melania. the beauty, the Nous vous warmth remercions and pour la grace beauté, la that she chaleur shows et not la only to grâce qu'elle this montre nation, non seulement à but notre to the whole nation, world. mais au monde tout entier. We thank you for Nous Vice vous President-elect remercions pour le J.D. vice-président Vance élu J.D. and his wife Vance Usha et son and their épouse young Busha family. et May leur he be jeune a famille. strength to President Qu'il soit Trump, une force to pour le stand président Trump, beside him, qu'il soit à to ses hold up côtés his arms like pour Aaron held up the arms of Moses l'aider in the midst of alors battle. qu'Aaron l'a fait The pour prophet appuyer Samuel Moïse reminded pendant the la people, bataille. it was you that brought C'est them up vous from qui the les land of avez Egypt. fait venir de And he said, now l'Égypte et il a stand dit non. still, that I may reason with you before the Je dois Lord. raisonner avec vous devant So, le Father, Seigneur. we Et take donc, this moment to Seigneur, stand nous still, prenons ce moment to remember the pour great nous things that you have souvenir done for this des grandes nation. choses que vous avez Thank accomplies you pour for the notre pays. protection, Nous vous remercions the de votre bounty, the protection, freedoms des that we libertés so enjoy. et de tous les bénéfices We qui sont les remember nôtres. to keep our eyes fixed on you. Nous gardons And les may our yeux hearts rivés be sur vous inclined to your et voice. que nos cœurs soient enclins We know that à entendre America votre can voix. never be great Nous savons again que les if we turn our backs États-Unis on ne you. peuvent jamais être We ask for your grands help. à nouveau si We nous pray si all nous of vous this in tournons the le name dos. of the King of Nous Kings, prions au nom the du roi Lord des of rois, Lords, your notre Son, Seigneur, my votre Fils, Savior, and our Redeemer, Jesus Christ. Amen. Sauveteur, Ladies and gentlemen, please Jésus-Christ. welcome Amen. Associate Justice Kavanaugh to administer the Le Vice juge Presidential Kavanaugh Oath of Office. est là pour faire prêter serment au vice-président. Please raise your right hand Levez la main and droite repeat after et me. répétez après moi.
I, James David Vance, Moi, do solemnly J.D. swear Vance, jure solennellement that I will support and que je defend vais the appuyer et Constitution of the défendre United la States Constitution des États-Unis against all enemies, contre foreign tous and les ennemis, domestic, qu'ils soient étrangers ou internes, that I will bear true faith que je and serai fidèle allegiance to the same, et que je rends allégeance à la that I Constitution take this obligation freely et que j'assume cette obligation without de any manière mental libre, reservation sans réserve mentale aucune, or purpose of evasion, ou que j'essaye d'éviter and that I mes will responsabilités well et and que faithfully discharge je vais m'acquitter the duties consciencieusement of the office des responsabilités on which I am about to enter. du poste So help me que God. j'assume. Congratulations, Que Dieu Mr. m'en aide. President. Félicitations, Monsieur le Vice-président. Ladies and gentlemen, please welcome Chief Justice Roberts to administer the Mesdames presidential oath et of office. messieurs, le président de la Cour suprême est là pour faire prêter serment au président des États-Unis. Please raise your right hand Levez la and main repeat droite after et me. répétez après moi. I, Donald John Trump, do solemnly Je, swear Donald J. Trump, jure solennellement that I will faithfully execute que je vais m'acquitter consciencieusement the office of President of de the mes United States responsabilités en tant que président des États-Unis and will, to the best of my et que ability, je ferai de mon mieux preserve, pour protect, and préserver, defend protéger et défendre the Constitution la of the United States. Constitution des États-Unis. So help me God. Que Dieu m'en aide. Congratulations, Mr. President. Félicitations, Monsieur le Président. Voilà, une très brève cérémonie pour l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Oui, tout à fait. Donc, le président Donald Trump et son vice-président J.D. Vance viennent effectivement de prêter serment dans cette salle du Capitole en présence donc de plusieurs personnalités, les anciens présidents Barack Obama, George Bush et bien d'autres. Une cérémonie très brève, l'a dit Timothée Donamai. Alors, René Lec, vous qui suivez ces prestations de serment depuis déjà plusieurs années, on remarque quand même que l'ambiance est assez détendue malgré les divisions qu'il y a eu et tout cela. C'est une bonne image, non, pour les supporters et les adversaires de Donald Trump qui, il faut le rappeler, ont manifesté ces jours-ci ici à Washington. Oui, tout à fait. Oui, écoutez, je pense que c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre constitutionnel de toute évidence, dans l'ordre institutionnel, dans la tradition démocratique de ce pays.
Et bon, c'est tout à l'honneur du pays qui, au fond, ne tient que par ses institutions en dernier ressort. Hein. Et vous vous souvenez qu'il y a 8 ans, quand Donald Trump arrivait aux affaires, tout le monde prédisait quasiment une situation apocalyptique aux États-Unis. Les institutions ont plutôt bien tenu, malgré le fait qu'elles aient pu être chahutées ici et là. Et au fond, on va voir ce qui va se passer cette fois-ci encore. Mais globalement, bon, en ce qui me concerne, je n'ai aucun doute que les institutions globalement tiendront, même si elles vont être certainement transformées de manière très très significative, je pense, pour plusieurs décennies. Peut-on revenir sur la portée, le sens de test de l'investiture, le test sur lequel jurent les présidents lors de ce mouvement d'investiture? C'est un texte prévu par la Constitution. Qui n'a jamais changé. Voilà, qui n'a jamais changé. Et je le disais tantôt, la cérémonie est très brève. C'est pour montrer que ce qui compte réellement, c'est les institutions. C'est pas la longueur de la cérémonie. C'est ce qui est dit par la loi américaine. Et tout le monde obéit à cette loi-là. En tout cas, en ce moment précis, tout le monde se plie à cette loi américaine. Alors, dans quelques instants, on attend le discours d'investiture du président élu Donald Trump. Alors, René Lake, sans vouloir faire dans de la divination, qu'est-ce que vous pensez que Donald Trump peut dire dans son discours d'investiture? Est-ce que vous pensez qu'il va se montrer aussi combatif, ou alors est-ce que vous pensez que l'heure est à l'union, peut-être à l'apaisement? Qu'est-ce que vous pensez? L'apaisement et l'union, je ne sais pas, mais en tout cas, à la mise en œuvre d'un programme d'une radicalité extrême, comme je crois que tous les gens ici autour de la table ou ailleurs dans ce pays et à travers le monde, comme on ne l'a peut-être encore jamais vu. Et je pense que la radicalité du mouvement n'est pas contestable. C'est ce que je présentais sous d'autres formes quand je parlais d'un moment de politique triomphante pour Donald Trump. C'est une autre manière de le dire différemment. On est dans une très très grande radicalité. Et une politique de rupture. Oui, c'est ça. En fait, c'est la radicalité de la rupture. En fait, les deux sont directement liés, comme je pense, comme on ne l'a jamais vu. Et je crois que si on devait trouver le résumé en quelques mots, ça sera encore une fois de plus, ça sera America First. Mais cette fois-ci avec un America First qui résonnera plus fort qu'il y a 8 ans, parce que on peut dire que Donald Trump aujourd'hui a les moyens politiques, mais également institutionnels beaucoup plus importants pour réaliser cette politique. Donc cette politique de America First, je pense que c'est en clair, ce sera ça le discours que l'on va entendre sous peu. Là. On va peut-être faire dire un mot au professeur Mohamed Mbodj, qui a suivi tout comme nous cette cérémonie d'investiture. Professeur Mbodj? Oui. Un mot sur cette cérémonie, très très brève, comme on vient de le dire. Oui, donc c'est qu'en fait, cette cérémonie, c'est plus pour permettre à un public large, évidemment ici c'est confiné donc dans le Capitole, si on peut parler ainsi, d'assister à un moment important, et deuxièmement de réintroduire un tout petit peu un élément religieux avec donc la prestation sur un livre saint, ici en l'occurrence la Bible, mais c'est plein de sobriété. Parce que au fond, ceux qui prennent la parole n'ont pas autorité, disons, à prononcer des leçons, et même la prise de parole du représentant de l'Église, donc de Mr. Graham, doit être limitée simplement à ce qu'on peut appeler des propos liminaires. Et là aussi, c'est un peu limiter l'influence du religieux sur les institutions, même si, évidemment, aux États-Unis, le religieux entre toujours par la petite porte, par la fenêtre, mais au moins ne pas lui donner le caractère de couronnement, parce que c'est ce que les Américains voulaient éviter, un couronnement à l'européenne, où
finalement, c'est une grande messe de couronnement où, à la fin, quelqu'un est déclaré roi, mais après une cérémonie qui est à 90 ou à 95% religieuse. Les États-Unis ont voulu renverser cette proportion et en faire une cérémonie à 90% politique et seulement 10% religieux. Alors, professeur Mbodj, un mot aussi sur ce que pourrait dire le président Trump dans son discours d'investiture, rapidement. Oui, là, je pense que certainement Trump, le discours qu'il préparait... Voilà, pour, alors, professeur Mbodj, désolé, nous allons retrouver le président Trump qui va s'exprimer dans quelques instants, son discours d'investiture. On l'écoute. Sénateur Thune, Chief Justice Roberts, président de la Cour suprême Roberts, juge United States Supreme de Court, la Cour suprême des États-Unis, President Clinton, président President Clinton, Bush, président Bush, President Obama, President Biden, président Biden, Vice President Harris, vice-présidente Harris, and my fellow et citizens. chers citoyens. The golden age of America begins right now. Une nouvelle ère débute pour les États-Unis. From this day forward, our À country partir will d'aujourd'hui, flourish notre pays and va be respected fleurir again et all sera over the respecté à world. nouveau partout dans le monde. We will be the envy of every Nous nation, ferons l'envie and we de will tous les not pays allow ourselves et to nous be taken advantage of any longer. nous ne permettrons plus que l'on profite de nous. During every single day of the Trump administration, Pendant chaque I journée de will l'administration very simply Trump, tout put simplement, America je vais first. placer les États-Unis au premier plan. Our sovereignty Notre will be souveraineté reclaimed. Our sera safety will be restored. recouvrée, notre The sécurité sera scales of rétablie, justice will be la balance rebalanced. de la justice sera The vicious, rééquilibrée, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government l'utilisation will injuste end. du système de justice au sein de notre gouvernement prendra fin. And our top priority will Et be notre to create a nation priorité that is numéro proud, 1 sera de créer prosperous, un and pays free. fier, prospère et libre. America will soon be Les greater, États-Unis bientôt stronger, seront plus and fortes, far more plus grandes exceptional than et ever before. seront un pays d'exception, plus que jamais. I return to the presidency Je reviens à la confident and présidence plein de optimistic that we confiance et are at d'optimisme the start of a thrilling que nous new sommes era au of début d'une national nouvelle ère success. de succès A tide of national. change is sweeping the country. Nous Sunlight is vivons un pouring moment de over the changement entire world. et il And America fait has the jour chance dans le to monde seize entier. this Les États-Unis opportunity ont like l'occasion never before. de tirer parti de cette But first, opportunité we must be plus que honest jamais. about Mais the nous challenges devons we être face. honnêtes quant aux défis While they auxquels are nous sommes plentiful, confrontés. they will be Ces défis sont annihilated nombreux, by this great mais ils seront momentum vaincus that the world par is cet now élan witnessing in the énorme United auquel States assiste le of monde. America. As we gather today, our Élan que government vivent les confronts a États-Unis. crisis Notre of gouvernement est trust. confronté à une For many confiance, years, a radical and à un manque de corrupt confiance. establishment Un établissement has corrompu et extracted radical power and pendant wealth des from our années citizens a extrait while la the pillars of puissance et our la society richesse de nos lay citoyens pendant que broken les and piliers seemingly in de complete disrepair. de notre société We sont now have a battus en government that brèche. Nous cannot avons maintenant un manage even a gouvernement qui ne simple peut pas crisis at même home, gérer while at une the same crise time chez nous et en stumbling même into temps a a des continuing difficultés catalogue of catastrophic events abroad. pour gérer It tous fails les to protect événements our catastrophiques à magnificent l'étranger. law-abiding Il ne American protège pas citizens, nos citoyens américains qui provides respectent sanctuary and l'ordre et la protection justice, for mais dangerous donne criminals, sanctuaire à many des from criminels prisons dangereux, and nombre mental d'entre eux qui viennent institutions d'institutions mentales ou that de have prisons illegally entered et our qui sont country entrés de from manière all over the illicite world. dans notre nation We have a venant du monde government that entier. has given Nous avons un unlimited gouvernement qui funding to a the donné un defense financement of sans foreign limite borders, à but la défense refuses des to frontières defend étrangères, mais qui American refuse de borders, défendre or, les more frontières des importantly, États-Unis ou, its plus own important people. encore, défendre Our son country propre can no peuple. longer deliver Notre basic pays services in times of ne emergency, peut as plus recently apporter des shown services en des moments by the d'urgence, comme cela a été wonderful manifesté people of North récemment Carolina, par les peuples de la treated Caroline so du badly. Nord, qui ont été traités de manière très difficile. And other states who are Et still d'autres suffering from a États hurricane qui that souffrent took place many months d'ouragans ago. qui sont advenus il y a des mois, mais plus récemment Los Angeles, où nous assistons à des incendies qui tragiquement continuent de faire rage pendant des semaines, sans même que le moindre effort ne soit consenti. Ils affectent même certains des individus les plus riches et les plus puissants de notre pays, certains d'entre eux qui sont réunis ici aujourd'hui et qui n'ont plus de maison. C'est intéressant.
Mais il faut éviter ce type de choses. Personne ne semble rien pouvoir faire, mais ça va changer. Notre système de santé, qui n'apporte pas de l'aide en des moments de catastrophe, néanmoins on dépense davantage pour la santé que tout autre pays au monde. Et nous avons un système d'éducation qui enseigne à nos enfants d'avoir honte d'eux-mêmes, dans beaucoup de cas, de détester notre pays, malgré l'amour que nous essayons désespérément d'apporter à ces enfants. Tout ceci va changer à partir du jour d'aujourd'hui et cela changera très rapidement. Mon élection récente est un mandat pour faire marche arrière quant aux échecs horribles et ces nombreuses trahisons qui ont eu lieu et de rendre au peuple confiance, richesse et démocratie et liberté même. À partir du jour d'aujourd'hui, le déclin des États-Unis prend fin. Nos libertés et le destin glorieux de notre pays ne sera plus nié et nous allons immédiatement rétablir la loyauté, l'intégrité et la compétence du gouvernement des États-Unis au cours des 8 dernières années. J'ai été mis à l'épreuve plus que tout autre président au cours de notre histoire de 250 ans et j'ai beaucoup appris en route. Le parcours pour récupérer notre République n'a pas été un combat facile, ça je puis vous le dire. Ceux qui voudraient mettre fin à notre cause ont essayé de me priver de liberté, voire même de m'assassiner il y a quelques mois à peine dans un champ de Pennsylvanie. Mon oreille a été déchirée par la balle d'un assassin. Mais je ressentais à l'époque, et je le pense encore plus aujourd'hui plus que jamais, que ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre aux États-Unis sa grandeur. Merci beaucoup. Voilà pourquoi, au quotidien dans notre administration, nous qui sommes patriotes, nous allons gérer les crises dans la dignité, la puissance et la confiance. Nous allons rapidement rétablir l'espoir, la prospérité, la sécurité et la paix pour tous les citoyens de toute race, toute religion, toute couleur et toute croyance. Pour les citoyens américains, le 20 janvier 2025 marque le jour de votre libération. J'espère que notre élection présidente récente sera considérée comme l'élection qui a la plus grande conséquence dans l'histoire de notre pays. Comme notre victoire l'a montré, tout le pays rapidement s'unit derrière notre programme avec un appui qui provient de tous les éléments de la société, jeunes, vieux, hommes, femmes, noirs, hispaniques, asiatiques, qu'ils vivent dans des zones urbaines ou rurales ou dans les faubourgs, et nous l'avons emporté dans tous les États où il y avait un certain doute et nous avons emporté le vote populaire par une marge de plusieurs millions. Aux communautés noires et hispanophones, je vous remercie de votre amour et de votre confiance que vous avez manifesté grâce à votre vote. Nous avons établi des records et je ne l'oublierai pas. J'ai entendu vos voix au cours de la campagne et je me réjouis par avance de pouvoir travailler avec vous pendant les années à venir. Aujourd'hui, nous marquons l'anniversaire de Martin Luther King et en son honneur, nous allons essayer tous ensemble de faire en sorte que son rêve devienne réalité. Nous allons faire en sorte que son rêve prenne vie.
Merci. Nous rétablissons l'union nationale aux États-Unis, la confiance, l'orgueil. Dans tout ce que nous allons faire, mon administration sera inspirée par la poursuite de l'excellence et un succès sans faille. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre Constitution et nous n'allons pas oublier notre Seigneur. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques et par ces actions, nous allons... Les États-Unis. Toute entrée illégale prendra fin immédiatement et nous allons entamer le processus de renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels vers les pays d'où ils proviennent. Nous allons rétablir la politique restée au Mexique. Je mettrai fin à la pratique où l'on attrape les entrées illégales et on les laisse libres. Et j'enverrai des troupes le long de la frontière avec le sud des États-Unis pour repousser l'invasion. Terroriste étrangère. Et en invoquant une loi de 1778 sur les ennemis du pays, je permettrai d'utiliser toutes les forces de l'ordre pour éliminer la présence de tous les gangs et les réseaux criminels qui exercent des activités criminelles catastrophiques dans les villes des États-Unis. En tant que commandant en chef, je n'ai d'autre responsabilité que de défendre notre pays des menaces et des invasions, et c'est précisément ce que j'ai l'intention de faire. Nous le ferons à un niveau qui n'aura jamais été vu auparavant. Ensuite, j'instruirai tous les membres de mon cabinet à utiliser tout leur pouvoir pour l'emporter sur ce qui était un niveau d'inflation record et de réduire rapidement les coûts et les prix. La crise de l'inflation a été alimentée par des prix enflambés de l'énergie et des dépenses excédentaires du gouvernement. Et voilà pourquoi je vais déclarer aujourd'hui une urgence nationale au niveau de l'énergie. Nous allons forer aux États-Unis. Les États-Unis seront une puissance industrielle une fois de plus et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation industrielle n'aura jamais, la plus grande réserve de gaz et de pétrole au monde et nous allons nous en servir. Nous allons réduire les prix, combler nos réserves stratégiques à nouveau et exporter l'énergie des États-Unis vers le monde entier.
Nous serons un pays riche une fois de plus. Et c'est cet or liquide qui est sous nos pieds qui va nous aider à atteindre cet objectif. Grâce à mes actions aujourd'hui, nous mettrons fin au nouveau marché vert et nous allons révoquer le mandat sur les véhicules électriques pour sauver notre industrie et ceci pour garder ma promesse aux travailleurs de l'industrie automobile aux États-Unis. En d'autres termes, vous pourrez acheter la voiture de votre choix. Nous allons construire des automobiles aux États-Unis à un rythme que l'on n'aurait jamais pu considérer il y a quelques années à peine. Et je remercie les travailleurs de l'industrie automobile de notre pays pour votre vote de confiance qui nous a inspirés. Je vais immédiatement commencer à remanier notre système commercial pour protéger les travailleurs et les familles américaines. Plutôt que d'imposer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous allons imposer des tarifs et des impôts contre les pays étrangers et enrichir de la sorte nos propres citoyens. Et dans ce but, nous établissons le service de l'impôt externe pour imposer tous les droits, accises et impôts. Et il y aura des quantités énormes de fonds qui entreront dans le trésor et qui proviendront d'autres pays. Le rêve américain fleurira plus que jamais pour établir la compétence et l'efficacité à notre gouvernement fédéral. Mon administration va établir un tout nouveau département d'efficacité au sein du gouvernement. Après des années et des années d'efforts illicites de limiter la liberté d'expression, je vais également signer un arrêt pour mettre fin à toute la censure gouvernementale et rétablir la liberté de parole aux États-Unis. Plus jamais le pouvoir énorme de l'État ne sera utilisé pour poursuivre les opposants politiques. C'est quelque chose dont j'ai souffert personnellement. Nous n'allons plus permettre que cela n'advienne. Cela n'adviendra plus jamais sous mon leadership. Nous allons rétablir la justice impartiale dans le respect de l'État de droit, tel que prescrit par notre Constitution. Et nous allons rétablir l'ordre et le droit dans nos villes. Cette semaine, je vais également mettre fin à la politique gouvernementale d'essayer d'intégrer la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique ou privée. Nous allons forger une société qui ne tiendra pas compte de la couleur, mais qui sera au contraire basée sur le mérite. À partir d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement des États-Unis qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Cette semaine, je vais rétablir tous les membres des forces militaires qui ont été licenciés de manière injuste pour avoir fait objection à l'imposition de se faire vacciner contre le Covid, et ils vont recevoir tout leur salaire qui leur est dû. Et je vais également signer une ordonnance pour faire en sorte que nos soldats ne soient plus affectés par
des politiques sociales injustes pendant l'exercice de leurs fonctions. Cela prendra fin aujourd'hui. Nos soldats pourront se focaliser sur leur seule mission, l'emporter sur les ennemis des États-Unis. Tout comme en 2017, une fois de plus, nous allons développer l'armée la plus forte au monde. Nous allons mesurer notre succès non seulement par les batailles que nous allons remporter, mais également par les guerres auxquelles nous pourrons mettre fin. Et, peut-être plus important, les guerres que nous pourrons tous purement et simplement éviter. Je serai un homme de paix. Je veux unir les uns et les autres. Voilà mon but. Je m'enorgueillis de vous dire que hier, un jour avant mon entrée en fonction, les otages au Moyen-Orient rentrent chez eux, rentrent dans leur famille. Les États-Unis vont reprendre leur place comme le pays le plus grand, le plus respecté, le plus puissant au monde, inspirant l'admiration du monde entier. Nous allons changer le nom du golfe de Mexique pour l'appeler le golfe des Amériques et nous allons rétablir le nom d'un grand président, William McKinley, au mont McKinley. Cette montagne devrait porter son nom. Le président McKinley a rendu notre pays très riche grâce à des tarifs et grâce à son talent. C'était un homme d'affaires naturel qui a donné à Teddy Roosevelt l'argent nécessaire pour accomplir bien des choses, y compris le canal de Panama qui a été donné par erreur au Panama parce que les États-Unis ont dépensé plus d'argent qui n'avait jamais été dépensé par un pays a perdu 38 000 vies dans la construction du canal de Panama. Nous avons été très maltraités par ce don erroné, donc qui n'aurait jamais dû être fait. Et le Panama n'a pas respecté sa promesse. L'esprit de notre traité a totalement été bafoué. Les bateaux américains se voient surimposés et sont traités de manière injuste. Et ceci comprend la marine des États-Unis. Et avant tout, la Chine opère le canal de Panama. Et nous n'avons pas donné ce canal à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous allons reprendre le canal. Avant tout, mon message à mes concitoyens aujourd'hui, c'est que le moment est venu d'agir dans la vigueur, le courage et dans la vitalité de la plus grande civilisation au monde. Alors que nous libérons notre pays, nous allons le pousser vers de nouvelles victoires, de nouveaux succès. Rien ne va nous dissuader. Nous allons mettre fin à l'épidémie de maladies chroniques pour maintenir nos enfants sûrs et libres de maladies. Les États-Unis, une fois de plus, se considéreront comme étant un pays en croissance, un pays qui augmente notre richesse, étend notre territoire, construit nos villes, établit de plus grandes attentes et porte nos drapeaux vers de nouveaux horizons. Et nous allons poursuivre notre destinée manifeste dans les étoiles en lançant des astronautes américains pour planter le drapeau des États-Unis sur Mars.
Un grand pays doit être un pays ambitieux et aujourd'hui, notre pays est plus ambitieux que tout autre pays. Il n'y a pas d'autre pays comme le nôtre. Les Américains sont des explorateurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des pionniers. L'esprit de l'Ouest est dans nos cœurs. L'appel de la grande aventure fait écho dans nos âmes. Nos ancêtres américains ont transformé un petit groupe de colonies en une grande république qui rassemble les citoyens les plus extraordinaires au monde. Personne ne vient avant nous. Les Américains sont des hommes robustes qui ont conquis des montagnes, des déserts, et fait face à de grands dangers. L'ont emporté sur l'Ouest, mis fin à l'esclavage, ont sauvé des millions, ont soulevé des millions de la pauvreté, ont ouvert l'ère atomique, ont développé l'électricité, ont lancé les Américains dans les cieux. Si nous travaillons ensemble, il n'y a rien que nous ne saurons faire et aucun rêve que nous ne saurons accomplir. D'aucuns ont pensé qu'il était impossible pour moi que d'établir un retour politique historique, mais comme vous le voyez aujourd'hui, je suis là. Le peuple américain s'est exprimé. Et je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire que vous ne devez jamais croire que quelque chose est impossible aux États-Unis. L'impossible, c'est ce que nous accomplissons au quotidien. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici, à Washington DC, notre pays a été forgé et construit par les générations de patriotes qui ont donné tout ce qu'ils avaient à donner pour nos droits et pour notre liberté. C'était des agriculteurs, des soldats, des cow-boys, des travailleurs d'usine, des mineurs de charbon, des officiers de police et des pionniers qui sont allés de l'avant et ont su vaincre tous les obstacles. Ils ont construit des gratte-ciels, construit des chemins de fer, des grandes autoroutes, ont emporté 2 guerres mondiales, l'ont emporté sur le communisme et le fascisme et ont obtenu un triomphe face à tous les défis. Après tout, ce que nous avons vécu ensemble, nous sommes au bord des 4 plus grandes années dans l'histoire des États-Unis. Avec votre aide, nous allons rétablir la promesse américaine, nous allons reconstruire le pays que nous aimons énormément. Nous sommes un peuple, une famille et une nation glorieuse, unie sous Dieu. Donc à tous les parents qui ont des rêves pour leurs enfants et pour tout enfant qui ont des rêves d'avenir, je suis avec vous, je vais combattre à vos côtés et je vais l'emporter pour vous. Nous allons l'emporter plus que jamais. Thank you. Thank you. Thank you. Au cours des années récentes, notre pays a énormément souffert, mais nous allons rendre aux États-Unis sa grandeur, elle sera plus grande que jamais. Nous serons une nation pleine de compassion, de courage et d'un esprit exceptionnel. Nous pourrons mettre fin à toutes les guerres et apporter un nouvel esprit d'union à un monde qui est fâché, qui ne peut pas être prévu, et les États-Unis seront respectés et admirés à nouveau, y compris par les hommes de religion et de bonne volonté. Nous serons un pays prospère, fier, nous serons forts et nous allons l'emporter plus que jamais. Nous ne serons pas conquis, nous ne serons pas intimidés
Nous allons l'emporter et nous n'allons pas échouer. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis seront un pays libre, souverain et indépendant. Nous allons être pleins d'orgueil, de courage, nous aurons de grands rêves et rien ne nous empêchera d'accomplir nos objectifs parce que nous sommes les Américains, l'avenir nous appartient. Et c'est une nouvelle ère qui s'annonce. Merci, que Dieu bénisse les États-Unis. Merci à tous. Voilà, c'était le discours du désormais. C'était le discours du désormais 47e président des États-Unis, Donald Trump. L'âge d'or des États-Unis débute maintenant. C'est la phrase d'accroche du président élu, du 47e président des États-Unis, René Lake. Une réaction à chaud après ce discours? Oui, écoutez, je crois que c'est un peu tout ça a résumé un peu tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ce matin. La rupture est radicale, elle est transformationnelle. Il le dit lui-même, il pense que ça sera le mandat le plus transformationnel dans l'histoire politique des États-Unis. Je pense que pour une fois, on ne peut pas l'accuser d'être dans la surenchère. Je pense qu'il suffit simplement d'observer ce qui se passe et de connaître un peu la situation, la réalité du pays et celle du monde pour dire que sur ce plan-là, il a certainement raison, cela ne fait pas de doute. Et au fond, le contenu de son discours en a une bonne indication parce que même sur des questions que les gens ne prenaient pas très au sérieux, ces questions de Panama par exemple, c'est juste un exemple que je donne parmi d'autres. Les gens disent oh oui mais écoutez il parle comme ça, c'est des effets d'annonce etc. Visiblement c'est un peu plus que il a en effet réaffirmé ses ambitions d'annexion du canal de Panama, de changer le nom du golfe du Mexique. Le golfe de l'Amérique. Oui, le président Donald Trump a vraiment saisi cette occasion pour dérouler tout son programme. On s'attendait à peut-être à un discours de circonstance et que ce soir, à la rencontre avec ses partisans, qu'il allait en dire plus. Mais là, il a détaillé sa politique pour les 4 prochaines années. Et cette politique qui consiste à rétablir la souveraineté des États-Unis, la place des États-Unis, la place primordiale des États-Unis dans le monde, faire des États-Unis un pays respecté, et cela dans tous les domaines, y compris dans la question énergétique, où il dit que les États-Unis vont être exportateurs d'énergie dans le monde et qu'ils ont plein de ressources pour cela. Donc le président Donald Trump a vraiment donné le ton de ces 4 prochaines années et on va voir comment il va s'y prendre pour mettre en œuvre ce programme. Tout y était en effet, on a parlé de l'immigration, de l'énergie, des taxes, même de la question des genres, Mohamedou. Oui, alors le professeur Mohamed Bouj le disait tout à l'heure, et on le retrouve d'ailleurs à New York pour parler de ce point précis sur l'immigration, qui est un point central de la politique de Donald Trump. Alors, professeur Mbodj, le président Donald Trump annonce qu'il va signer, qu'il va décréter l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique et il va commencer les expulsions. Comment est-ce que vous voyez cette approche du président Donald Trump? Il a commencé d'ailleurs son discours par ça, une réaction à chaud? Oui, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois que le président déclare l'état d'urgence à la frontière sud à propos de l'immigration. Donc, ce n'est pas la première fois et certainement c'est une mesure symbolique qui était d'ailleurs attendue d'une certaine façon. Et même je crois que dans les derniers mois de Biden, donc il y avait une sorte d'élévation de l'état d'observation ou de l'état de grâce, de l'état d'urgence dans cette direction. Maintenant, comment ça va être appliqué, c'est là le problème, parce que la première fois lorsque ça a été appliqué et qu'on a séparé des enfants avec leurs parents, ça n'a pas marché. Quelquefois, le Mexique a refusé d'accueillir des gens et ça n'a pas marché. Les Américains donc ont regroupé des immigrants clandestins. À un moment donné, on ne savait plus où les mettre. Donc ces questions-là sont là et ce n'est pas seulement une déclaration une pétition de principe qui va les régler. Comment régler ce problème avec le Mexico? On va voir si c'est ce qu'on a vu auparavant. Je pense qu'il n'y a aucune surprise
sauf que peut-être le président Trump a dans sa manche des mesures qui sont détaillées donc dans les décrets qui vont être pris. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Mais je doute de l'efficacité pratique, disons, de cette mesure. Et d'ailleurs tenir en compte aussi que de toute façon le franchissement des frontières est à un niveau d'étiage très faible pour l'instant, et à ce moment-ci, donc il y aura peut-être très peu de choses à faire en fait par rapport à ce que ça a été il y a une année ou il y a 2 ans. La situation est complètement différente. Alors, avant de retrouver l'un de nos reporters sur le terrain, on va prendre aussi l'avis de Daniel Eda, l'homme politique béninois qui est venu pour cette cérémonie. Alors, Daniel Eda, le président Donald Trump parle de l'Amérique d'abord. C'est même d'ailleurs en quelque sorte l'âme de son engagement politique. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique africain, est-ce que vous redoutez un désengagement des États-Unis en Afrique? Est-ce que cela vous préoccupe? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. On ne doit pas redouter le désengagement des États-Unis en Afrique parce que le président Donald Trump est d'abord élu pour résoudre les problèmes américains. Et nous avons tous constaté que tout son discours a été centré sur les intérêts des États-Unis. Un discours très ambitieux qui confirme qu'il reste fidèle à ses engagements de campagne. Bon, maintenant, l'Afrique doit saisir cette opportunité, cette chance unique de nouer un vrai partenariat avec les États-Unis, parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans la posture d'une partie du monde qui attend qu'on vienne l'aider. Et comme vous le savez, si un continent devrait être développé avec les aides, l'Afrique devrait être le continent le plus développé, puisqu'il y a tellement de programmes d'aide au développement mis en place pour l'Afrique. Mais depuis lors, nous sommes comme ça. Donc, le président Donald Trump est un homme qui fait les deals, c'est un homme de transactions. Et l'Afrique a besoin d'un partenaire qui ne l'endorme pas, mais qui lui dise ce qu'il veut chez elle. Et nous aussi, nous leur dirons ce que nous voulons. Et nous allons vraiment avoir un partenariat gagnant-gagnant en sachant ce que nous apportons et ce que nous recevons. Je vous remercie, Daniel Eda. Nous allons retrouver l'un de nos correspondants sur le terrain pour une réaction après ce discours du 47e président des États-Unis. Je crois plutôt que c'est Roger Montou qui est avec nous, n'est-ce pas, Roger? Ah, c'est plutôt Yacouba Ouedraogo qui est avec nous. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir Alexandrine et bonsoir à tous. Effectivement, je suis toujours au niveau de la Capital One Arena, et donc cette enceinte où les nombreux partisans de Donald Trump sont réunis, attendant impatiemment de voir leur idole, désormais président des États-Unis. On l'a suivi tout au long de la prestation du serment. Lorsque J.D. Vance, le vice-président, prêtait serment, il poussait déjà des cris de joie, et autour de Trump, c'était l'extase totale, que ce soit de l'intérieur, bien sûr, de la Capital Arena, où on entendait des cris, mais aussi pour ceux qui n'ont pas pu entrer au sein de cette salle-là, qui ont suivi, bien sûr, cette prestation de serment, que ce soit dans les cafés ou les restaurants et autres. Beaucoup l'ont dit juste après son discours. C'est ce qu'on voulait entendre lorsque Donald Trump a parlé de déclarer l'état d'urgence nationale à la frontière sud avec le Mexique. Eh bien, on pouvait le voir, des sourires, des cris de joie. Encore lorsqu'il a déclaré l'état d'urgence, bien sûr, énergétique. Ses nombreux partisans l'ont dit juste après, à chaud, ils disent, écoutez, c'est ce qu'on voulait entendre. Il a dit pendant la campagne, cette fois-ci, il va matérialiser ça sur le terrain. Ils le disent bien sûr de façon littérale, il faut chasser ces migrants, ces immigrés bien sûr illégaux des États-Unis. Écoutez, en tout cas pour l'ensemble, on peut dire que ce sont des partisans de Donald Trump assez satisfaits de ce qu'ils ont entendu du discours du 47e président des États-Unis. Merci Yacouba Ouedraogo. Nous parlons de ce retour historique au pouvoir pour Donald Trump, un homme qui en un peu plus de 9 ans a remodelé le parti républicain dans un pays de plus en plus divisé. Tina Trin se penche sur le retour politique de Trump. Le récit est de Dili Diko. Donald Trump affirme qu'il a été réélu grâce à un mandat puissant et sans précédent des électeurs américains. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. Je veux remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire d'être élu votre 47e président et votre 45e président. Et à chaque citoyen, je me battrai pour vous, pour votre famille et votre avenir.
Chaque jour, je me battrai pour vous. Et avec chaque souffle de mon corps, je ne me reposerai pas tant que nous n'aurons pas livré une Amérique forte, sûre et prospère que nos enfants méritent et que vous méritez. Le retour au pouvoir de Trump s'inscrit dans sa volonté de ne jamais abandonner. Je pense que ce que vous voyez est quelqu'un qui a une confiance incroyable dans sa propre intuition. Ross Butner et Susan Craig sont des journalistes d'investigation du New York Times et les co-auteurs de Lucky Loser, un regard peu flatteur sur la façon dont Trump s'est transformé en milliardaire. Depuis le début des années 80, il ne fait plus vraiment confiance aux personnes qui ont une expertise dans presque n'importe quel domaine. Il les écarte toujours pour que les choses se passent comme il le souhaite. Les bâtiments de Trump portaient son nom en grandes lettres d'or, ce qui témoignait de son ambition et de sa capacité d'autopromotion. Il valait 200 millions de dollars lorsqu'il parlait au New York Times et ce chiffre est passé à 1 milliard de dollars lorsqu'il a parlé à 60 Minutes 10 ans plus tard. Trump a excellé dans l'art d'attirer l'attention et de cultiver une marque pour lui-même en tant qu'homme d'affaires. Il a gagné des millions en utilisant son nom sous licence. Mais derrière le succès se cachent des problèmes. Ses entreprises ont fait faillite à 6 reprises, ses casinos ont perdu de l'argent et ont été fermés. Trump a rebondi avec son émission de télévision The Apprentice, ce qui lui a permis de décrocher son plus grand rôle. Mesdames et messieurs, je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. Sans complexe et sans filtre, Donald Trump était un candidat nationaliste et polarisant. Quand le Mexique envoie ses gens, il n'envoie pas les meilleurs. Ils apportent de la drogue, de la criminalité, des violeurs et certains, je suppose, sont des gens bien. En tant que président, Donald Trump a nommé 3 juges de la Cour suprême qui ont contribué à renverser le droit à l'avortement au niveau fédéral. Le nombre de morts aux États-Unis dépasse désormais les 150 000. Début 2020, la pandémie de Covid-19 a mis Trump à l'épreuve. Il a accéléré la mise au point de vaccins vitaux. Mais il a également suggéré que les scientifiques étudient la possibilité d'injecter de l'eau de Javel pour tuer le virus. Avec plus de 9 millions d'Américains infectés et plus de 230 000 morts, les électeurs de novembre 2020 ont choisi Joe Biden comme prochain président. En dehors de ses fonctions, Donald Trump a fait l'objet de multiples inculpations pénales et est le premier ancien président à avoir été condamné pour crime. Et pourtant, il n'a jamais été aussi populaire. Survivre à 2 tentatives d'assassinat l'année dernière n'a fait que renforcer le lien avec ses partisans. Dieu a un plan pour Trump et il a absolument été épargné pour une raison ou une autre. Et j'espère que c'est pour devenir le 47e président. La politique américaine n'a plus jamais été la même depuis l'entrée en scène de Donald Trump. L'homme qui a écrit L'art du retour revient au pouvoir après avoir orchestré l'un des plus grands retours de l'histoire américaine. Voilà, un retour sur le parcours politique du 47e président des États-Unis, un parcours qui force tout de même l'admiration, monsieur Lake. Oui, en fait, si on est un supporter, vraiment l'admiration, je pense que c'est le bon mot. Bien entendu, si on n'est pas supporter, c'est de l'inquiétude plus qu'autre chose. Mais peu importe dans quel côté les gens se situent, il est incontestable que c'est un retour politique, comme je l'ai dit, je l'ai répété au moins 4 ou 5 fois aujourd'hui, triomphant et certainement très 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 marquant pour l'histoire, le futur de ce pays-là, pour l'histoire américaine, pour le futur du monde, pour l'histoire humaine. Professeur Mohamed Mbodj, le président Donald Trump revient donc au pouvoir et sur la scène internationale, il est attendu sur au moins 2 crises, la guerre entre Israël et le Hamas et puis entre l'Ukraine et la Russie. Comment est-ce que vous voyez l'action annoncée de Donald Trump sur au moins ces 2 crises-là? D'une manière générale, on va assister à un désengagement financier et militaire en Europe et certainement les Ukrainiens vont être forcés, gentiment ou pas gentiment, à faire la paix, mais quelle paix avec la Russie, d'une manière générale. Mais en tout cas,
soit cette guerre va s'éterniser, donc, ou bien elle va prendre fin, et elle va prendre fin peut-être avec un avantage à la Russie, entre guillemets, si on peut parler ainsi. Parce que je ne vois pas Trump supporter donc une guerre qui, somme toute, est assez impopulaire. On ne sait pas trop quel est l'enjeu et on a un peu l'impression qu'on gonfle donc ce qui est en jeu simplement pour pouvoir accroître, pour pouvoir développer l'OTAN plus que nécessaire. Maintenant, pour le Middle East, pour le Moyen-Orient, c'est autre chose. Il y a certainement une oreille attentive à la droite israélienne, ou plus attentive à la droite israélienne autour de Trump que peut-être autour de Biden. Est-ce que la solution des deux États, qui était un peu la solution officielle des Nations Unies, qui était la solution officielle négociée d'ailleurs par les États-Unis même, avec les accords de Camp David et autres concessions Oslo et autres, est-ce que cette solution va tenir, ou est-ce que simplement Trump va mettre son poids derrière le gouvernement de droite et les colons israéliens qui veulent occuper et donc annexer les territoires occupés à l'État d'Israël? Certainement, c'est quelque chose à laquelle beaucoup d'observateurs s'attendent, mais quels sont les moyens pratiques de mettre cela en marche? Est-ce que l'opinion publique israélienne elle-même est mobilisée et d'accord avec cette perspective? C'est là où peut-être Trump va se rendre compte qu'il y a une limite dans son partenariat avec Netanyahou et le côté qui soutient Netanyahou dans le pays d'Israël. Alors, par rapport à cela, à cette crise-là, je voulais vous lire une réaction donc de Benjamin Netanyahou, qui a félicité le nouveau président américain, lui promettant les plus beaux jours des relations entre les deux pays. Il a dit exactement: les plus beaux jours de notre alliance sont encore à venir. Je pense que retravailler ensemble va porter l'alliance États-Unis-Israël à des plus hauts sommets. Alors, on parle beaucoup, René Lec, de cette question énergétique aux États-Unis. Donc, le président Donald Trump en fera une priorité. Qu'est-ce qu'il faut en attendre exactement et quel impact sur le citoyen américain ordinaire? Oh, écoutez, l'impact va être énorme parce que toutes les régulations, toutes les règles, toutes les dispositions qui avaient été prises par d'abord l'administration Obama à l'époque, ensuite l'administration Biden ces 4 dernières années, pour essayer de renforcer le dispositif pro-environnemental de lutte contre le réchauffement climatique et autres. Il va y avoir une sorte, ce qu'on appelle en anglais un rollback, il va y avoir un recul, une dérégulation, tout simplement. Ça va avoir un impact énorme dans tout ce qui est les questions automobiles. Il en a dans le secteur de l'automobile, il en a parlé tout à l'heure, mais également même dans la vie de tous les jours des citoyens ordinaires. Le remplacement, par exemple, de la voiture électrique qui était prévu, qui est programmé de manière assez agressive, tout ça va être mis en cause. Donc tous ceux qui pensaient que leur prochain véhicule leur coûterait 10 ou 15 000 $ de plus parce que ce sera un véhicule électrique, tout cela ne va pas se passer. Donc l'impact dans la vie de tous les jours va être important. Maintenant, au plan de vue des investissements sur les marchés financiers, on peut s'imaginer que les actions boursières de tout ce qui est dans le fossile, l'énergie fossile vont exploser. On va dans un monde où les régulations qui ont été mises en place, en français on ne dit pas vraiment régulation, mais les règlements, les dispositifs qui ont été mis en place en Europe, etc., tout cela va être remis en cause ici, en tout cas par les États-Unis. Les États-Unis ne joueront plus cette carte-là de renforcement des règles climatiques. Et moi, brièvement, l'une des phrases qui m'a marqué lors de ce discours de Donald Trump, il a bel et bien dit « Je serai un homme de paix », ce qui pour moi contredit un peu ce caractère belliqueux qu'on lui attribue le plus souvent. Non, il a dit qu'il veut être un homme de paix et il va diriger les efforts des États-Unis vers la solution des guerres qui existent déjà, mais surtout il va s'employer à éviter de nouvelles guerres. Tout à fait. Donc c'est vraiment
un profil d'homme de paix qu'il a présenté aux Américains. Il est cohérent sur ce plan-là. Ça a toujours été son discours. C'est toujours présenté comme quelqu'un qui n'était pas un homme de guerre. Il était contre les guerres. Ce n'est pas du tout un va-t-en-guerre. Et c'est vrai que c'est paradoxal par rapport à son style. Je pense qu'on on est à la fin de cette édition spéciale et j'aimerais dire un sincère merci à tous ceux qui nous ont suivis de la diaspora africaine ici aux États-Unis et sur le continent africain. Je remercie nos invités, René Lake, journaliste et analyste politique, Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattan College à New York, Daniel Eda, ancien candidat à l'élection présidentielle au Bénin, et Junior Bonpetit, président de l'association congolaise for Trump, qu'on n'a pas pu avoir malheureusement. Oui, alors on va dire merci donc à tous ceux qui se sont mobilisés pour écouter cette émission spéciale, cette émission que vous pouvez retrouver sur nos différentes plateformes digitales. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.